Bonjour, mon nom c'est Shannon. Je suis entre autres libraire, mais j'ai aussi une très grosse passion et c'est celle de la bande dessinée. Aujourd'hui, on m'a invité pour venir vous parler de bande dessinée, de venir vous parler peut-être aussi de la différence entre les différents types de BD qui existent. Qu'est-ce qu'une bande dessinée? Pour beaucoup, si je leur pose la question, on va me mentionner les Tintins, les Astérix, les bandes dessinées belges, peut-être les comics américains, les DC, les Marvel. Mais la bande dessinée, on a tendance à oublier que ça a toujours fait partie de nos vies. Probablement que les grottes pariétales étaient une forme de bande dessinée. C'était une succession de dessins qui nous racontaient peut-être une chasse ou bien des guerriers qui partaient guerroyer et qui s'en sont sortis victorieux, ou sinon juste un conte ou une légende vécue par un ancêtre. Si on pense aux hiéroglyphes égyptiens, bien, on voit une succession d'images avec les personnages principaux qui sont mis plus grands, les personnages secondaires plus petits, et on a les premiers phylactères d'une certaine façon parce que les hiéroglyphes nous racontent l'histoire qu'on voit sur le mur en tant que tel. Donc, depuis toujours, je crois que la succession, parce que la bande dessinée, en fait, c'est une succession d'images qui nous racontent une histoire, qui crée un mouvement, qui crée une situation. Donc, depuis toujours, ça a toujours été là, mais je dirais que l'art en tant que tel de la bande dessinée est apparu probablement au début, fin des années 1800, début des années 1900. Probablement en Europe, mais il y a aussi, c'est les journaux, je pense, qui ont contribué à mettre de l'avant la majorité des strips, des cartoons, comme on appelait à l'époque, dont un que j'ai un bel exemple ici qui s'appelle Little Nemo, qui était dans les journaux américains de l'époque et qui était un franc succès. C'est probablement un des, comment je pourrais dire ça, c'est une des bandes dessinées qui a attiré le plus de fans à l'époque. Et ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui va vivre des expériences extraordinaires à bord de son lit. Son lit qui va se transformer en bateau, en montgolfière, en peu importe. Et ça finit toujours qu'il va tomber de son lit parce que ce n'était, hélas, qu'un rêve, un classique, quoi. Qu'est-ce qu'on considère comme une bande dessinée? Une bande dessinée, de nos jours, c'est, comme je disais tout à l'heure, une succession d'images qui nous racontent une situation, un événement. Une case, ça peut être, c'est ça qui est intéressant dans la bande dessinée, c'est qu'une case peut être intemporelle. Une case peut représenter un coup de poing. Là, on a quelque chose comme une fraction de seconde qui se déroule sous nos yeux. On peut voir un couple en avant d'un énorme paysage qui va prendre 4 cases. On va prendre le temps de regarder, nous autres aussi, les montagnes, les nuages, tout ce qu'il y a au loin. Des fois, on peut assister à une tablée où est-ce qu'on va avoir 7 personnes qui parlent en même temps. On s'entend que quand on commence à lire tous les phylactères qui sont en dessous, bien, on assiste peut-être un petit 10 minutes de conversation dans une famille. Donc, on voit qu'ici qu'une case peut correspondre à 3 laps de temps totalement différents. Ensuite, c'est super intéressant, comme on peut le voir, L'Art invisible, Scott McCloud, c'est vraiment la Bible du langage de BD. Le monsieur McCloud, à l'époque, avait décidé de faire son mémoire en bande dessinée et c'est ce qu'il a remis à son professeur. Donc, c'est costaud, mais c'est super intéressant. Par exemple, comment qu'on appelle les espaces blancs qu'on retrouve entre les cases? Bien, les espaces blancs s'appellent des gouttières. Bien, il n'y en a pas beaucoup qui savent ça. Les bulles dans lesquelles on va écrire les textes, on va appeler ça des phylactères. Après ça, quels sont les différents types de bandes dessinées? Pourquoi le cerveau? Parce qu'on s'entend que là-dessus, ce ne sont que des images. Donc, la bande dessinée, c'est une liste, pas une liste, mais c'est une suite successive de cases qui nous suggèrent des images, qui nous suggèrent une situation, qui nous suggèrent un événement. Donc, on voit quelques lignes, mais finalement, les lignes vont représenter un visage, vont représenter un animal, vont représenter un building. Et c'est ce qui fait que le cerveau va finalement finir par compenser ce qui se passe entre chaque case, chaque mouvement, le fait qu'il y a un avant, qu'il y a un après, qu'il y a un mouvement, qu'il y a une action. Quelque chose, si vous êtes un amateur de Tintin, bien, vous êtes un amateur de BD d'action, alors vous allez réaliser qu'en lisant votre bande dessinée, le méchant arrive toujours par la droite. Pourquoi? Pour attaquer. Parce que nous, on lit de gauche à droite, donc on va arriver carrément face à notre méchant. La voiture va arriver dans ce bout-là, tandis que si notre héros part à courir, bien, il va partir vers la gauche, parce que là, on va suivre avec lui, on va suivre le mouvement. Donc ça, c'est le genre de truc que quand on lit une bande dessinée juste pour se divertir, on a tendance à oublier que ça a été réfléchi, ça a été pensé pour que nos yeux s'accrochent à tel moment puis vivent l'action en même temps que l'auteur de la bande dessinée. Donc, L'Art invisible de Scott McCloud, c'est vraiment quelque chose qui m'a
appris à mieux lire une bande dessinée. Sviane, au Québec, je parle ici de ping-pong, est un bon complémentaire parce que Sviane est quelqu'un qui a comme utilisé la bande dessinée par défaut. Parce que Sviane est une musicienne et elle arrive avec la bande dessinée pour pouvoir expliquer le mieux possible comment apprendre le piano, puis elle s'est fait prendre au jeu. Donc c'est devenu un petit peu une espèce de journal intime, à un moment donné, un truc pour les pensées. Et dans ping-pong, elle fait beaucoup d'allusions sur la bande dessinée versus la musique. Donc, elle fait beaucoup de parallèles sur la création de la bande dessinée. Donc, pour compléter, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Puis là, ben, avant de tomber dans l'os de ma présence ici, j'aimerais vous présenter une œuvre majeure qui a probablement influencé deux de vos auteurs favoris, Guy Delisle et Michel Rabagliati, qui a fait pas et qui fait les chroniques. Donc, ça, c'est une œuvre que beaucoup de jeunes ont lu quand ils étaient tout petits, qui les ont incités à faire du dessin. Donc, on va voir comment Franquin vit son métier à l'époque, Gégé aussi. C'est vraiment, ça peut avoir l'air de dater quand on regarde à l'intérieur du livre, mais sincèrement, on en apprend énormément sur le métier et puis surtout sur le fait qu'il y a peut-être des choses qui sont plus faciles aujourd'hui pour pouvoir à l'époque, quand il voulait dessiner un train et qui rentrait dans une gare, bien, il s'en allait à la bibliothèque, il s'en allait chercher des encyclopédies avec des images de train, de gare. Et là, ils avaient une espèce de rétroprojecteur où est-ce qu'ils mettaient leurs images. Ils mettaient ça sur une grande table. Après ça, ils essayaient d'esquisser un peu par-dessus puis de copier. Et là, ils faisaient leur dessin par rapport. Aujourd'hui, on va sur Internet, on va chercher une photo, puis on l'a pratiquement tout de suite. Et là, moindrement que faire une bande dessinée, notre métier, on va avoir une table graphique avec rétro-éclairé. Donc, on va être en mesure de faire notre bande dessinée. Sinon, ça va être même direct sur l'écran. Ce qui fait qu'il y a eu une évolution à ce niveau-là. Depuis le temps, je dirais, est apparu un mouvement dans les années 70 qui a commencé à s'appeler Graphic Novels aux États-Unis, qu'on pourrait traduire par romans graphiques. Les romans graphiques, c'est un sujet qui est un petit peu controversé dans le monde de la bande dessinée parce que certains auteurs de bande dessinée n'aiment pas que leur ouvrage devienne des romans graphiques, tandis qu'il y en a d'autres qui trouvent que c'est un terme qui est peut-être un peu soit péjoratif, il y en a d'autres qui trouvent que ça l'augmente, il y en a qui pensent que ça s'adapte seulement aux bandes dessinées qui sont super épaisses, d'autres que si on a un one-shot en bande dessinée, ben il y en a qui disent que vu qu'on a l'histoire intégrale au complet, c'est vu comme un roman graphique aussi. Donc évidemment, ça va dépendre, je pense que ça va dépendre de l'éditeur, ça va dépendre de l'artiste, ça va dépendre aussi du libraire chez qui vous allez aller parce que souvent, dans la librairie, c'est pas tout le monde qui va utiliser le terme roman graphique pour le même type d'ouvrage.